On retrouve donc Nicolas Pouvreau-Monti qui est en direct avec nous. Vous avez, je le disais, signé cette tribune dans les colonnes du Figaro et vous parlez de cette décision politique de Pedro Sánchez qui est quand même aussi à l'origine de cette crise, c'est-à-dire qu'il est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul en Europe, à vouloir se montrer positif et donc favorable, voilà le mot que je cherchais, favorable à l'arrivée de migrants sur son territoire. Oui, c'est certain. C'est-à-dire que dans ce qui s'est passé à Ceuta ces derniers jours, à côté de l'évidente instrumentalisation du phénomène par le Maroc, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir, il y a d'abord le résultat du gigantesque appel d'air qui a été créé en Espagne ces derniers mois pour l'immigration irrégulière. Appel d'air qui a été créé, vous l'avez dit, par des décisions politiques, en l'occurrence le plan de régularisation mis en œuvre par l'exécutif espagnol, qui devait concerner normalement 500 000 personnes. On en est maintenant à quasiment 1,2 million de dossiers déposés. Dès l'an dernier, d'ailleurs, alors même que les franchissements irréguliers des frontières européennes baissaient, la route du nord du Maroc vers l'Espagne était la seule à avoir connu une augmentation notable, parce qu'on anticipait déjà ce plan de régularisation. Et puis un deuxième effet d'appel d'air qui a été créé cette fois-ci par des juges espagnols. Au début de ce mois-ci, le tribunal suprême espagnol a interdit la pratique de ce qu'on appelle les refoulements immédiats pour les migrants qui arrivent par la mer. Et on voit que c'est notamment en arrivant par la mer, même à quelques mètres seulement des plages, que la vague de ces derniers jours a eu lieu. Vous dites que c'est une crise qui est un avertissement et que c'est amené à se reproduire. Quelles leçons on peut déjà tirer, même si la situation n'est pas revenue à la normale, on l'a bien compris, mais quelles leçons peut-on déjà tirer de ces derniers jours, ce qui s'est passé à Ceuta ? Il me semble qu'il y a deux grandes leçons qui peuvent être tirées sans le moindre doute. D'une part, on le savait déjà, mais l'effet d'appel d'air que je viens d'évoquer rappelle à qui l'aurait oublié que les migrants, y compris dans les situations de détresse réelle qui sont souvent les leurs, sont des individus rationnels qui réagissent aux signaux et aux contre-signaux d'ouverture ou de fermeté. En l'occurrence, l'Espagne a envoyé un certain nombre de signaux que l'Italie n'a pas du tout envoyé, par exemple, et c'est bien vers l'Espagne que cette poussée vers l'Europe a lieu. Ça, c'est la première grande leçon. Et la deuxième leçon, elle est très géopolitique. On sait que les migrations sont aujourd'hui un instrument privilégié de déstabilisation pour les États européens. On le voit ici avec le Maroc dans le cas de Ceuta et Melilla, sur lesquels par ailleurs le Royaume revendique une souveraineté. Mais on l'a vu par le passé à l'est du continent, en Biélorussie en 2021, quand le régime biélorusse a fait venir des milliers de migrants du Moyen-Orient pour les lancer sur les frontières polonaises et lituaniennes pour protester contre les sanctions occidentales. La Turquie d'Erdogan le fait aussi souvent. Et la question qui se pose maintenant, c'est pour l'Europe d'enfin remédier à sa vulnérabilité, qu'elle se crée proactivement afin d'être en mesure de tenir le choc face aux tentatives de déstabilisation, notamment par les flux migratoires. Nicolas Pouvreau-Monti, restez bien sûr avec nous pour participer à la discussion. On parlera notamment des différences, des fractures que révèle aussi cette crise au sein de l'Union européenne avec différentes tonalités parmi les participants à une réunion qui aura lieu demain. Des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. On voit que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Joachim Le Floch-Imad, il y a réellement un test, un avertissement au travers de cette crise. On a beaucoup parlé des causes, des raisons pour lesquelles il y a eu cet afflux massif de migrants. Et effectivement, Nicolas Pouvreau-Monti en a abordé un certain nombre. Il y a aussi cette réalité de la faiblesse, de la fragilité aussi des frontières de l'Union européenne. Il y a le cas particulier de Ceuta, Nicolas Pouvreau-Monti l'a très bien rappelé, qui montre la réalité de la notion d'appel d'air que certains voudraient condamner pour des raisons purement idéologiques, qui montre la folie de la politique du Premier ministre espagnol, M. Sanchez, qui montre aussi que l'immigration en effet est utilisée comme une arme de déstabilisation massive par des États qui nous sont hostiles et qui profitent de notre propre vulnérabilité au nom d'une conception dévoyée de l'état de droit, de l'idéologie de l'état de droit du gouvernement des juges, puisque tout ça part d'une décision de juillet de la Cour suprême espagnole. Mais il y a aussi, si on prend le panorama un peu plus large, une énième preuve que l'immigration n'est pas un sujet franco-français, mais qu'elle est un défi existentiel qui est lancé à l'Europe tout entière. Une Europe qui a accueilli en 10 ans 8,5 millions de demandeurs d'asile supplémentaires, ce qui représente quand même la taille d'un État membre, la taille moyenne d'un État membre, ce qui est absolument significatif d'un point de vue quantitatif. Donc il y a, oui, Nicolas Pouvreau-Monti a raison de le dire, non pas une anomalie, mais un avertissement, un laboratoire de ce que sera l'Europe demain en l'absence de mise en œuvre de politiques
de rupture, politiques de rupture d'ailleurs qui sont en train d'être mises en œuvre par certains au niveau national. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pessimiste quand je vois les résultats très positifs de l'action de gouvernements de gauche, du centre, de droite, du Danemark à l'Italie, le Royaume-Uni également qui n'est plus dans l'Union européenne. On parlera justement des différents gouvernements juste après, parce qu'on voit que la France est étrangement, j'allais dire, très isolée sur ce dossier-là, parce qu'elle est... Elle a choisi de s'isoler. Elle a choisi de s'isoler en étant en opposition notamment avec l'Italie, on en parlera juste après. Mais je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Nicolas Prouvomonti, qui à mon avis est essentiel. Il parle de la rationalité des migrants et avec eux, malheureusement, des passeurs qui sont tout à fait connectés, tout à fait au courant des décisions politiques qui sont prises dans les différents pays. Là où parfois le débat politique en France est pollué par l'aspect émotionnel qui empêche d'aller justement sur un aspect rationnel et concret et pragmatique de ces questions. C'est pour ça que je parlais de cet aveuglement pour des raisons purement idéologiques sur la réalité de la notion d'appel d'air. Nicolas Prouvomonti explique très bien son article dans le Figaro du jour, c'est-à-dire que les migrants font un calcul coût-bénéfice. Ils s'interrogent sur les avantages qu'ils peuvent tirer du fait de notre fausse générosité. Ils comparent les modèles sociaux. Et donc, on voit que c'est là où il y a les appels d'air les plus significatifs, que l'immigration tend à augmenter, si bien que, alors même que l'immigration irrégulière a baissé en Europe ces dernières années, ce sont les statistiques de Frontex qui le montrent, l'immigration irrégulière a augmenté sur une route en particulier, c'est la route de Méditerranée occidentale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des appels d'air lancés notamment par le gouvernement espagnol et parce qu'il y a un aveuglement d'autres gouvernements en Europe de l'Ouest, et je pense à la France en particulier. Mais justement, on va voir comment la France a réagi à cette crise. C'est passé notamment par le renforcement des contrôles à la frontière franco-espagnole. On va retrouver notre envoyée spéciale Julia Ferrand. Bonsoir Julia, vous avez passé la journée justement à cette frontière où les contrôles se sont multipliés. Et puis il y a eu cette communication de la sous-préfète dans la journée. Racontez-nous. Effectivement, Thomas, les contrôles de police sont renforcés sur toute la frontière ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur 19 points de passage, comme ici, où nous nous trouvons, Axel Rebaud et moi, à Dancharia, où la frontière est montagneuse. Désormais, les contrôles ici ont lieu constamment. L'enjeu ici, c'est d'identifier les passages clandestins qui pourraient être plus accessibles qu'en empruntant, par exemple, le grand péage de Biriatou, où nous avons rencontré le sous-préfet des Pyrénées-Atlantiques qui nous a expliqué le dispositif de renfort. Suite à ce qui s'est passé à Ceuta et aux instructions du ministre de l'Intérieur, des moyens nous ont été mis à disposition et donc nous avons un petit peu moins de 400 personnes qui sont mobilisées, 120 fonctionnaires militaires ou policiers des unités des forces mobiles, que ce soit CRS et escadron de gendarmerie mobile, 200 policiers et gendarmes soit dont le travail est au quotidien avec des services spécialisés comme les services de la police aux frontières, nos réservistes qui sont également très présents. À côté de ça, nous avons nos équipes, nos forces sentinelles et puis les services des douanes qui sont également présents, qui sont mobilisés. Ça représente en gros 390 personnes qui sont mobilisées aujourd'hui pour lutter contre l'immigration clandestine. La police et les autorités françaises sont en complète coopération avec la Guardia Civile espagnole pour ce faire. Les contrôles ont également été durcis dans les gares et les gares routières grâce au renfort des forces sentinelles. Toutes ces mesures préfectorales ont été prises suite à la situation rencontrée à Ceuta, Thomas. Merci beaucoup Julia Ferrand et merci à Axel Rebaud qui vous accompagne derrière la caméra. Nicolas Prouvomonti, on voit donc ce renforcement des contrôles à la frontière entre la France et l'Espagne. Vous dites dans votre tribune que ça n'a qu'un effet très limité finalement parce que l'espace Schengen étant ce qu'il est, vous ne pourrez pas empêcher la libre circulation des individus, qu'ils soient ressortissants de l'Union européenne ou pas. Et c'est bien ça le cœur du sujet. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans son ambition originelle, l'espace Schengen, c'était, vous l'avez évoqué, la libre circulation des citoyens européens dans l'espace européen. Par la pratique et par une série de traités, c'est devenu un principe de libre circulation absolue, tant pour les citoyens des pays de l'UE que pour les ressortissants extra-européens qui peuvent être sur le territoire de l'Union européenne, y compris en situation irrégulière. Il est effectivement prévu dans le droit
qu'on puisse rétablir de manière temporaire des contrôles aux frontières. C'est ce que le ministre Nunez a annoncé dans le cadre du renforcement évoqué. C'est ce qu'on fait en vérité depuis 2015 en France, notamment à la frontière franco-italienne. Mais le cadre juridique de ces contrôles est très limité. Il est devenu d'ailleurs d'autant plus limité ces dernières années. En 2023 en particulier, on a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a très fortement limité un dispositif qu'on appelle la non-admission aux frontières françaises, qui était un dispositif rapide et souverain qu'on utilisait à la frontière franco-italienne et que nous aurions pu aujourd'hui utiliser à la frontière franco-espagnole. La CJUE lui a fixé des contraintes très très lourdes qui ont fait qu'en un an, ces non-admissions ont baissé de 80%. Donc tant qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème, qui est l'état actuel du droit de l'espace Schengen, de son fonctionnement ordinaire, on se condamne à essayer de récupérer les difficultés en aval. Nicolas Pouvremonti, c'est pour ça que vous dites que la décision de l'Espagne, aussi isolée soit-elle, a des conséquences pour l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est ça, effectivement, que fait apparaître aussi cette crise à Ceuta. C'est-à-dire que vous avez beau dire, et c'est le cas de certains pays, qui, on va le voir avec vous, Jean, dans quelques instants, faire preuve de fermeté sur le plan migratoire. L'Union européenne, dans sa construction, fait qu'il est impossible pour les autres pays d'exclure totalement l'un de leurs membres des conséquences d'une décision. Oui, absolument. Et ça, c'est très vrai pour ce qui a trait à la régularisation qui a actuellement lieu en Espagne. Je l'ai dit, plus d'1 million de dossiers déposés. Il y aura très certainement plusieurs centaines de milliers de régularisations sur ce million de dossiers. L'octroi d'un titre de séjour en Espagne vaut liberté de circulation dans l'ensemble de l'espace Schengen. En théorie, ça ne vaut pas liberté d'installation dans les autres pays. On est censé ne pas y rester plus de 90 jours. Mais en pratique, puisqu'on ne contrôle quasiment jamais les entrées aux frontières, qu'on n'a pas de système d'enregistrement des entrées des ressortissants extra-européens, on ne saura tout simplement pas depuis combien de temps ces personnes titulaires d'un titre de séjour espagnol sont en France. Et je le répète, ça leur permet vraiment d'entrer en France en situation régulière. Dans le cas de Ceuta, là, il y a un niveau de difficulté supplémentaire, évidemment, lié au statut dérogatoire dans Schengen. En théorie, on ne peut pas passer librement de Ceuta et Melilla jusqu'au territoire espagnol. Il y a aussi une difficulté physique, qui est le petit bras de mer. Un bras de mer qui fait 14 km, là où la Manche en fait 30. Et il se trouve qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui traversent chaque année la Manche de la France vers l'Angleterre. Donc aujourd'hui, ce qui est posé, c'est bien la rationalité de cet état du droit de Schengen qui contribue puissamment à faire de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la zone du monde la plus ouverte à l'immigration irrégulière. La question que ça pose, Joachim Le Floquimade, en fait, c'est la faculté, la possibilité de régler ces questions migratoires à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore, j'allais dire, pertinent de réfléchir à l'échelle de l'Union européenne? On sait que c'est le mantra, notamment d'Emmanuel Macron, qui veut à chaque fois parler des frontières de l'Union européenne. Quand vous avez un pays qui peut prendre une décision qui a un impact sur les 26 autres, ça pose question sur notre faculté à l'avenir à affronter ces crises. Et ça montre qu'il ne faut pas être dans la demi-mesure et qu'il y a une nécessité de politique de rupture structurelle. Et je pense que Schengen est périmé dans sa forme actuelle et qu'il faut revenir, Nicolas Pouvremonti l'a dit, à son esprit originel, c'est-à-dire aller vers une forme de double frontière pour permettre la libre circulation des Européens et des contrôles pour les ressortissants extra-européens. C'est une banalité. Maintenant, Pardon, je vous interromps, mais idée de double frontière qui avait été moquée lorsque Jordan Bardella, parce qu'il avait un des premiers à la proposer, elle avait été moquée. Je vois aujourd'hui un certain nombre de voix se rallier à cette idée qui, en effet, paraît être une idée qui pourrait répondre à un certain nombre de difficultés. Indépendamment de ceux qui portent cette idée dans le champ politique, je pense qu'il y a un consensus très net chez nos compatriotes pour défendre celle-ci. Donc oui, il y a une explosion quantitative de l'immigration. Maintenant, je ne suis en rien fataliste. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vois qu'il y a des pays qui sont en train de mettre en œuvre des politiques de bon sens avec des résultats très rapides en matière migratoire. Je pense au Danemark, je pense à l'Italie de Mme Meloni, je pense à l'Angleterre aussi, où l'immigration qui avait atteint des sommets est en train de baisser de manière significative. Et aussi parce que les cartes sont en train d'être rebattues en Europe. La Commission européenne n'a plus le même discours du tout en matière migratoire. Il n'y a qu'à comparer le discours qui est celui de l'actuel commissaire aux affaires intérieures et aux migrations par rapport à celui de sa prédécesseur.
D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le vote du règlement retour il y a quelques mois, qui aurait été totalement inenvisageable il y a des mois. Donc on voit que les lignes de force sont en train de bouger. Ce qui me pose question dans tout ça, c'est le surplace que fait cette France qu'on nous avait promis En Marche et qui s'enfonce dans les léthargies face à l'immigration, alors même que des politiques de rupture de bon sens pourraient être mises en œuvre, pour être non pas dans le traitement des conséquences comme on est en train de le faire avec cette crise, mais pour être dans une action de fond sur les causes. Et justement, alors on va en parler avec vous, Jean Delacoste-Larreymondi. Demain, réunion entre les 27 pays membres, les ministres de l'Intérieur des 27 pays membres, réunion en visio le matin à 10h. Et donc, il va y avoir un échange d'idées, un échange de points de vue sur la crise et ce qu'a révélé cette crise à Ceuta. Et la France a une position minoritaire dans ces équilibres. Oui, Thomas, il va y avoir un échange de points de vue lors de cette réunion demain, mais on peut déjà distinguer depuis quelques jours deux tendances en Europe, deux tendances qui ne s'équivalent pas. Depuis cette entrée massive de dizaines de milliers de clandestins à Ceuta, il y a eu des réactions. Jeudi, le 30 juillet, Giorgia Meloni a dénoncé cette immigration clandestine hors de contrôle. Et le lendemain, elle a fait part de sa décision de suspendre le traité de Schengen avec l'Espagne, c'est-à-dire très concrètement d'arrêter la libre circulation des personnes entre les deux pays. Et ce même jour, vendredi 31 juillet, d'autres personnes, d'autres responsables politiques européens se sont ralliés à cet appel à la fermeté. On peut parler de la Finlande. Mari Rantanen, qui est la ministre de l'Intérieur, a appelé les autres pays européens à soutenir cette proposition de Giorgia Meloni. Et la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a elle aussi renchéri dans ce sens. Elles ont tweeté toutes les deux en appelant très concrètement à exclure l'Espagne de l'espace Schengen. Donc dans ce même mouvement, 22 pays, dont l'Italie, la Finlande et le Danemark, donc 22 pays sur les 27, ont finalement signé une lettre adressée à la présidence du Conseil européen et à celle de la Commission européenne. C'est une lettre qui demande une réunion d'urgence, cette réunion dont nous parlons, qui devrait se tenir demain. Mais l'Espagne n'est pas restée non plus indifférente face à cela, puisqu'elle a aussi, par la voix de son ministre Pedro Sánchez, a réagi. Et il a publié une lettre, il a envoyé une lettre aux présidences de la Commission européenne et du Conseil samedi. C'est une lettre où il demande une réunion d'urgence également, mais il ne cache pas, il n'a pas caché son mécontentement, sans nommer les pays dont on vient de parler. Et il dénonce le manque de solidarité. Et là, on voit cette deuxième tendance se distinguer, qui est celle qui a tenu la France, qui n'est pas la mise au banc d'une certaine façon de l'Espagne, mais un appel à la solidarité. Nous nous tenons solidaires de l'Espagne, avec un en même temps un peu ambigu, qui est le renforcement des frontières dont nous avons parlé, frontières franco-espagnoles. Et merci beaucoup, Jean Delacoste. Et on voit à poindre une posture française qui sera portée demain par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, mais qui bien sûr parle aussi au nom d'Emmanuel Macron, qui consiste aussi à cibler l'Italie, et on prendra la direction de l'Italie tout à l'heure, justement pour voir quelles sont les réactions du côté de Giorgia Meloni. Mais donc, je prends une dernière question pour Nicolas Pouvremonti. Comment expliquer, Nicolas Pouvremonti, que la France choisisse, j'allais dire, plutôt de défendre et de soutenir le Premier ministre espagnol, alors que le consensus dont on nous parle très régulièrement en Europe, il se situe plutôt aux côtés des Danois et des Italiens, et même des Allemands dans cette affaire? Écoutez, c'est assez mystérieux par bien des aspects. Il se trouve que pendant un certain nombre d'années, les gouvernements d'Emmanuel Macron, quand ils disposaient d'une majorité, étaient effectivement favorables à la vieille politique européenne, si je puis dire, celle qui précède le règlement retour, celle qui correspond à la précédente Commission européenne, qu'évoquait à l'instant Joachim Le Floch-Imad, c'est-à-dire un principe d'accueil très large, un rapport très distancié aux frontières et à leur efficacité. Mais il se trouve que ces dernières années, depuis 2 ans en particulier, il y a une forme d'inertie politique en France qui fait qu'on ne décide rien. Et donc, alors même que le rapport de force dans l'opinion est très largement au diapason du reste des opinions européennes, la France continue bon an mal an sur une politique qui était dans la moyenne européenne il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus large, d'aucuns diraient beaucoup plus laxiste que ce qui se dessine au niveau européen. Il faut bien avoir en tête que notre continent vient de vivre une décennie de tous les records en matière d'immigration. En une décennie, on a reçu 8 millions de demandeurs d'asile en Europe, par exemple. Donc vous voyez, 8 millions de personnes, c'est un peu comme si l'UE avait
avait admis un nouvel État membre qui serait le 15e par la taille de sa population. Nos voisins européens, dans leurs gouvernements respectifs, puis au niveau même des institutions européennes, ont choisi d'engager un virage. Et il faut souhaiter que la France monte rapidement dans ce train qui est aussi dans son intérêt. On a vu également, Nicolas Prouve-Monty, pardon, hein, je vous garde encore un peu, le président de la République, Emmanuel Macron, s'opposer à la mise en place des hubs de retour, des centres de retour qui se trouveraient à l'extérieur de l'Union européenne. C'était pourtant une des mesures qui figurait dans la directive retour, le règlement retour qui a été adopté au Parlement européen. Est-ce à dire qu'Emmanuel Macron agit de manière, disruptive, pour reprendre un mot à la mode chez les macronistes, sur la question de l'immigration, alors même que le consensus se dégage? Est-ce que vraiment aujourd'hui on peut dire qu'Emmanuel Macron, comme Pedro Sanchez, sont isolés sur cette question? Oui, il est probable qu'Emmanuel Macron soit un peu dans le même genre d'état d'esprit que Pedro Sanchez, lorsque Pedro Sanchez se répand dans la presse internationale pour expliquer qu'il est l'un des derniers dirigeants du monde occidental favorable à une politique d'immigration très, très large et très tolérante envers l'immigration irrégulière. Emmanuel Macron a choisi aussi d'endosser ce magistère dit moral sur cette question, alors même qu'il est à rebours des aspirations, y compris de l'électorat du bloc central, de son électorat à lui particulièrement. Et sur la question des hubs de retour, on en revient au sujet de la rationalité. Il est très probable qu'on ne mette pas des centaines de milliers de migrants dans ces hubs de retour. Il n'en demeure pas moins que leur existence même revient à changer les données du calcul opportunité-risque. Si vous visez l'Europe, mais que vous risquez de vous retrouver en Ouganda ou en Asie centrale ou au Rwanda, eh bien peut-être que vous ne prendrez pas le risque d'entrer dans l'Union européenne en situation irrégulière, l'état du droit actuel étant que lorsque vous mettez le pied en Europe, vous êtes quasiment assuré de ne jamais en repartir. Merci beaucoup. Merci Nicolas Prouve-Monty d'avoir été en direct avec nous. C'est toujours très clair de vous entendre sur ces sujets. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et puis je renvoie à votre tribune qui a été publiée dans le Figaro du jour. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur CNews et sur Europe 1. C'est vrai que Joachim Le Floch-Imad, on voit le président de la République isolé sur la scène européenne, mais isolé même de son électorat. Et Nicolas Prouve-Monty le rappelait. Quand j'entends Édouard Philippe ou Gabriel Attal, on sent que même eux sont en train de prendre leur distance avec cette posture qui est celle d'Emmanuel Macron. Mais évidemment qu'il y a des blocages, qu'il y a de la naïveté, qu'il y a même de l'aveuglement au niveau européen. Vous savez, je suis chevènementiste, donc la question de la souveraineté est très chère à mes yeux et je suis tout à fait lucide sur les problèmes qui ont cours à Bruxelles. Maintenant, il ne faudrait pas pour autant désigner l'Union européenne en bouc émissaire pour exonérer nos responsables nationaux de leurs propres responsabilités. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a tout un tas de leviers qu'on s'est refusé par idéologie d'utiliser ces dernières décennies. On connaît les remèdes qu'on pourrait mettre en œuvre face à l'explosion quantitative des flux. Il s'agirait de réviser la Constitution, il s'agirait de réduire l'attractivité sociale et médicale de la France à la portion congrue. Il s'agirait d'aller vers la dénonciation de tout un tas de traités bilatéraux qui nous lient, de taper du poing sur la table pour demander une réforme en profondeur de Schengen, ce qu'on s'est toujours refusé à faire, et pourquoi pas en attendant remettre un contrôle permanent aux frontières. Tout ça, on pourrait le faire et on ne l'a pas fait, d'où l'explosion quantitative des flux qui parfois est désigné comme un sujet qui diviserait les Français, alors même que je crois qu'il y a difficilement un sujet qui fait plus consensus, non pas pour stigmatiser quiconque à l'échelle individuelle, mais pour s'opposer à l'immigration comme phénomène politique. Alors Jean Delacoste nous rappelait les enjeux de la réunion de demain, avec une opposition visiblement qui est en train de se mettre en place, avec d'un côté l'Espagne, le Portugal et la France, et puis de l'autre quasiment tous les pays, j'allais dire un peu emmenés par l'Italie, qui semble quand même être en pointe sur ce sujet, par la voix de Giorgia Meloni, qui a d'ailleurs été une des premières à réagir publiquement. On va prendre la direction de l'Italie, retrouver notre correspondant sur place, Antonio Gallofaro. Bonsoir Antonio, merci d'être en direct sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. On discutait justement du positionnement italien concernant cette crise. L'Italie qui a su rallier au cours des derniers jours à des pays tels que le Danemark, la Finlande ou encore l'Allemagne. Et c'est cette voie-là que va porter demain le ministre de l'Intérieur italien. Oui, c'est une politique, une voie que Giorgia Meloni travaille depuis des années, c'est-à-dire vouloir que l'Union européenne se concentre sur ses frontières extérieures, gère cette immigration
à ses frontières en tant qu'Union européenne, qu'elle vise à résoudre les problèmes dans les pays africains. Elle a d'ailleurs passé de nombreux accords avec les pays africains. C'est ce qu'elle pousse l'Europe à faire ça. Et puis, pour gérer l'immigration clandestine en Europe, eh bien, elle veut décentraliser, délocaliser plutôt les centres d'accueil dans des pays hors Union européenne. Elle le fait avec l'Albanie, même si ça fonctionne plus ou moins bien. Et c'est sur ce point-ci que le Danemark la soutient. Et c'est cette position qu'elle amènera demain en Europe, c'est délocaliser le plus possible les centres d'accueil et de rétention des migrants pour ensuite pouvoir les renvoyer plus facilement et plus rapidement. Antonio Gallofaro, correspondant en Italie, on voit se dessiner, se dégager demain une opposition qui pourrait se voir affronter, si je puis dire, verbalement au moins, le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, et le ministre de l'Intérieur italien, puisque visiblement, du côté de Paris, on a plutôt envie de rappeler l'Italie à ses propres responsabilités en matière d'immigration. Comment est perçu ce bras de fer qui est en train de se mettre en place entre l'Italie d'un côté, la France de l'autre, j'allais dire l'Espagne aussi, mais plus particulièrement entre la France et l'Italie? Alors, il faut voir la position italienne sur le long terme. Hein. Depuis une dizaine d'années, lorsque les premiers grands flux migratoires ont traversé la Méditerranée, où il y a eu des centaines, voire des milliers de morts, même des dizaines de milliers de morts désormais depuis les années 2013-14, où l'Italie s'est tout de suite sentie laissée seule, abandonnée. Ensuite, elle a répondu elle-même avec l'opération Mare Nostrum. Elle a essayé de porter cette question en Europe. Elle s'est sentie toujours abandonnée. Et alors, elle essaie de taper du poing sur la table. Les Italiens soutiennent cette position, qu'elle soit soutenue par un gouvernement de gauche. C'était le cas avec Renzi et l'État avant lui avec l'opération Mare Nostrum quand il s'agit de gérer les flux migratoires. Et c'est le cas aujourd'hui avec Giorgia Meloni. Je lisais que le ministre français de l'Intérieur parlait de 500 000 migrants arrivés en Italie ces 5 dernières années. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, environ 500 000 personnes arrivées clandestinement de 2020 à aujourd'hui. Ces chiffres sont en baisse. Hein. Cette année, c'est 16 000 personnes arrivées contre 35 000 sur la même période de l'année dernière et l'année précédente, en 2024. Il faut rappeler que géographiquement, l'Italie est une des 3 portes d'entrée en Europe. Hein. Les migrants qui arrivent en Italie empruntent la voie centrale de la Méditerranée. Ils arrivent de la Libye et de la Tunisie. Mais il y a aussi la route occidentale, hein, celle dont on parle ces jours-ci, celle qui passe du Maroc et qui arrive en Espagne. Et puis il y a aussi la route orientale, celle qui part de l'Égypte et de la Turquie qui arrive en Grèce. Et puis, selon la géopolitique, selon de très nombreux facteurs, ces routes sont plus ou moins empruntées. Aujourd'hui, celle centrale qui arrive en Italie est moins empruntée. Ça pourrait être le cas demain. Et l'Italie veut faire en sorte que l'Union européenne gère ces questions de manière unie et pas seulement en laissant l'Italie ou l'Espagne ou quel autre pays que ce soit tout seul. J'ai une dernière question pour vous, Antonio Gallofaro. Vous suivez bien sûr au quotidien la vie politique en Italie, mais plus généralement en Europe. Ce qui se joue aussi demain, mais j'allais dire au cours des prochains jours, des prochaines semaines, c'est le poids de l'Italie aussi au sein de l'Union européenne. C'est la capacité ou pas de Giorgia Meloni à remporter des victoires politiques. Et si demain l'Union européenne prenait une position très ferme sur le dossier, ça voudrait dire aussi que Giorgia Meloni, d'une certaine manière, l'a emporté et qu'elle gagne en influence. J'imagine que c'est comme ça que c'est analysé de votre côté des Alpes. Il y a sur la politique internationale, l'Italie est vue comme modérée. On a vu que quand Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, elle a pris la suite de Mario Draghi, qu'on ne peut pas définir d'extrême droite. Et sur les questions migratoires, elle a essayé d'apporter une version pragmatique. Elle sait qu'elle ne pouvait pas faire comme Matteo Salvini en 2019, qui est un de ses alliés, c'était de fermer carrément les ports, donc empêcher tout migrant de rentrer et donc conséquence de nombreuses personnes mouraient en mer ou alors étaient envoyées vers d'autres pays et provoquer des crises diplomatiques. Elle a essayé de pousser l'Union européenne, Ursula von der Leyen, avec qui elle s'entend très bien, vers une politique d'Union européenne de gestion de ces flux qui passe par des accords avec les pays africains de départ et de transit, et l'Union européenne, sous l'impulsion de l'Italie, on a passé avec de nombreux pays africains, et aussi avec la gestion de l'immigration clandestine qui passe par un renvoi plus rapide et plus efficace des migrants qui ne peuvent pas rester en Europe via des centres délocalisés hors du territoire de l'Union européenne. L'Italie le fait avec l'Albanie, comme je le disais, avec plus ou moins de succès. Elle aimerait que les autres pays le fassent avec d'autres pays.
Merci beaucoup. Merci Antonio Gallofaro, correspondant en Italie, à Milan pour être précis. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. On va voir maintenant ce qui va se passer demain dans cette réunion, évidemment avec une forte connotation politique, forts enjeux politiques aussi sur les équilibres au sein de l'Union européenne. On voit que l'Italie essaye d'imposer aussi d'une certaine manière sa vision. Pour clore ce sujet sur Ceuta, on était tout à l'heure à la frontière entre la France et l'Espagne où les contrôles aux frontières ont été renforcés. Et ce sont donc les policiers, les gendarmes qui sont soumis évidemment à rude épreuve pour augmenter la cadence en matière de contrôle. Et ça tombe bien, on est avec Daniel Domanger qui est délégué à Alliance des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. On l'a vu donc, les contrôles ont été renforcés. Est-ce que ça veut dire que vos collègues vont être mis à contribution à nouveau, j'allais dire, pour essayer de faire le mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire de contrôler et d'empêcher, on imagine, les arrivées illégales sur le territoire français? Oui, une fois de plus, les collègues vont être sollicités pour lutter là contre le risque d'immigration massive de ces personnes qui se trouvent sur le territoire espagnol. Mais il faut aussi rappeler que nos collègues sont déjà sollicités sur la côte basque pour toute la période estivale, puisque la population est multipliée par 10 sur l'été. Et nous avons peu de renforts pour gérer déjà la population estivale. Et maintenant, on va avoir la lutte contre l'immigration clandestine. Bon, c'est une lutte que l'on mène au quotidien sur le département. On a les collègues de la police aux frontières qui sont des spécialistes de la lutte contre l'immigration, mais ils luttent contre les personnes qui veulent rentrer illégalement sur le territoire, mais également ils luttent contre les passeurs, parce qu'il y a des personnes qui profitent de la misère humaine pour essayer de gagner de l'argent. Mais il n'y a pas que la frontière à Hendaye, c'est toute la frontière sur l'ensemble des Pyrénées et sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques, puisque nous avons d'autres lieux de passage où nous allons devoir aussi répondre et intervenir pour limiter le maximum d'immigration clandestine. Daniel Domanger, on a l'impression, d'une certaine manière, qu'il s'agit plutôt d'une mesure symbolique, j'allais dire cosmétique presque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à vos collègues, à effectif constant, de contrôler l'intégralité de la frontière entre la France et l'Espagne. Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il s'agit surtout d'un effet d'annonce dans un climat politique qui peut-être nécessitait une annonce de ce genre de la part du ministre de l'Intérieur? Alors, il y a des effectifs qui sont arrivés pour renforcer nos collègues de la police aux frontières avec des effectifs mobiles que sont les CRS ou les gendarmes mobiles. Mais là, c'est sur le terrain pour lutter contre les individus qui arrivent. Mais une fois que ces individus sont interpellés, derrière, il faut traiter toute la procédure, soit judiciaire, soit administrative, pour faire une reconduite à la frontière. Voilà. Et là, par contre, il n'y a pas d'effectif supplémentaire, c'est un effectif constant. Donc, nos collègues qui doivent faire les signalisations pour savoir si l'individu déclare une réelle identité, parce que, comme on l'a vu sur les images, beaucoup arrivent à la nage et je ne suis pas sûr que leur papier d'identité soit en bon état pour être contrôlé. Ça demande une certaine technicité en plus pour contrôler les papiers par rapport au visa, parce qu'on ne va pas empêcher des gens non plus de venir en France pour faire du tourisme. Voilà, c'est tout ça qui est effectivement difficile à contrôler et à élaborer, mais c'est une surcharge de travail énorme que l'on ne pourra pas pallier. Et ensuite, il faudra voir au niveau politique, effectivement, la politique espagnole et la politique française, savoir s'ils se mettent d'accord, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse comme on aime bien jouer au Pays Basque, à la pelote basque. Quand on est enfant, on s'entraîne avec ce qu'on appelle un jokari. C'est une balle que vous envoyez qui revient avec un élastique. Là, si on doit faire la même chose avec les individus, je pense que ça peut être effectivement problématique pour nos collègues. Eh bien, merci Daniel Domanger d'avoir été en direct avec nous. Une fois encore, on fait reposer sur les policiers des mesures qui sont, à mon avis, plutôt d'ordre symbolique, même si on a bien entendu effectivement qu'il y a eu des renforts d'effectifs.